marche. Bonjour à tous. Alors, à qui est cette écharpe? Bon, on va commencer. Du coup, on est hyper content de vous recevoir pour un super sujet avec Nabil, qui est la saison 2 des Asset Systems, parce qu'il y a 2 ans, je crois, tu avais déjà fait un, enfin, un talk sur le même sujet, mais sans les variables, du coup. Donc là, on va voir l'évolution, ce que ça t'a apporté avec les variables. Euh, bon talk. Oui, voilà. En gros, ça va durer à peu près 40 minutes. Ensuite, on pourra networker ici pendant 30-40 minutes max. Et pour les plus motivés, si vous voulez, on pourra aller finir dans un bar à côté. Voilà. Tu as quelque chose à dire? Non. Bon, bah, à toi. Merci Naïma, merci Hugo. Et merci à Friends of Figma de me donner la parole. Et merci à vous d'être ici ce soir pour m'écouter parler pendant un peu plus d'une demi-heure. J'ai essayé de faire en sorte que cette présentation soit assez dynamique, soit intéressante, que vous appreniez des choses, qu'elle soit vraiment là pour être dynamique et être bien, pardon. Et elle se présente en 3 parties. Donc la première partie, je vais vous présenter Sorare. Ça va être une présentation simple du produit pour que vous ayez un peu le contexte de qu'est-ce que Sorare, qu'est-ce que le produit, comment ça fonctionne. Ça va vous permettre d'avoir le contexte en fait, du use case de la dernière partie. La deuxième partie sera dédiée aux différents départements chez Sorare, sur la façon dont on utilise Figma en product design, en branding et en marketing. Et la dernière, ce sera vraiment le use case, qui sera un peu technique, mais qui sera assez intéressant et qui parlera d'une campagne marketing digitale et qui dévoilera la façon dont on a utilisé les variables sur Figma pour la décliner, pour l'itérer et pour la produire. Sorare, qu'est-ce que c'est? Sorare, c'est avant tout un jeu. C'est un jeu de fantasy football, basé sur la blockchain, et il a été créé en 2018 par Nicolas Julia et Adrien Montfort. Sorare, le point fort du jeu, le point fort du produit, ce sont vraiment ces cartes. Donc des cartes digitales de joueurs de foot. Des cartes digitales de joueurs de foot qui ont des raretés différentes. Donc on va les acheter, on va les collectionner, on va les vendre. Et il y a plusieurs raretés sur les cartes. Donc il y a la rareté limited, qui est produite à 1000 exemplaires et vendue sur la marketplace. Il y a la rareté rare, qui est produite à 100 exemplaires, qui propose un score de plus 10% sur les compétitions du jeu. Donc, dans le jeu, il y a des compétitions, je vous verrai plus tard. La troisième rareté, c'est super rare. Il y a 10 exemplaires et le score est à 20% en plus. Et la rareté unique, donc là, on n'a qu'un seul exemplaire de cette carte. Et elle offre un score de 40% sur la line-up dans le jeu. La particularité de Sorare, c'est que ces cartes-là, elles sont en fait sous licence officielle. Donc en gros, Sorare possède les droits commerciaux pour diffuser les photos des joueurs de la Première Ligue, qui est en fait la plus grande ligue de foot d'Angleterre, la Liga, qui est la plus grande ligue de foot d'Espagne, avec ses clubs associés, la Bundesliga, qui est la plus grande ligue de foot d'Allemagne, et la Serie A, qui est la plus grande ligue de foot d'Italie. Donc Sorare, il y a une marketplace. Donc les cartes, c'est vraiment le cœur du produit, c'est vraiment le cœur du jeu. Et on peut acheter, les vendre, les collectionner sur la marketplace du produit, sur la marketplace de Sorare, et à des prix en fait, qui varient en fonction de la rareté de la carte, qu'elle soit rare, limited, et en fonction du score du joueur. Parce qu'en fait, on participe à des compétitions sur Sorare, et la particularité du jeu, c'est qu'en fait, toutes les semaines, on participe à des compétitions, et le score sur le jeu va dépendre des performances du joueur, des performances de l'athlète sur le terrain. Donc en fait, quand on pose une carte dans le jeu, les performances de l'athlète sur le terrain vont influer sur le score total de la carte. On participe à des compétitions qui sont liées aux différentes ligues, la Liga, Première Ligue, Bundesliga, mais aussi au niveau des joueurs. Donc on a plusieurs compétitions par semaine. Et on peut gagner des récompenses à travers ces compétitions. Des récompenses monétaires, mais également des récompenses matérielles, comme des matchs, des tickets de match, ou des cartes, ou des jerseys, ou autre chose. Et donc le jeu, il est là. On choisit une compétition, on a ses cartes,
on a 5 cartes à mettre pour une compétition. On choisit le joueur qu'on veut mettre sur sa line-up. Une fois que la line-up est posée, pendant la semaine, il y a des matchs qui sont liés du coup aux joueurs en place et les performances des joueurs vont influer sur le score du jeu. J'espère que c'est assez clair. C'est toujours un peu compliqué de parler de Sorare et du jeu parce qu'il y a une vraie profondeur autant dans les cartes, autant dans le jeu que sur le back-end, que sur les performances des athlètes, parce qu'il y a un vrai lien en fait avec la réalité. Maintenant, je vais me concentrer un peu sur la façon dont on utilise Figma chez Sorare. Donc, on utilise Figma dans 3 différents départements, avec les développeurs aussi, mais les développeurs, je ne vais pas trop en parler aujourd'hui. On a beaucoup de développeurs chez Sorare, d'ingénieurs développeurs, et je vais plutôt parler de ces 3 départements-ci. Dans le product design, on utilise Figma de manière assez conventionnelle, dans le sens où on utilise Figma pour créer des maquettes web, des maquettes mobiles, des maquettes d'app. On utilise Figma du coup avec ses components de la manière la plus figmesque possible, si je puis dire. Et ce qui est bien en fait aussi dans le branding, donc dans le product design, le département est géré par Tulga Saikan avec Alexandre Marie et Vincent Zimmer en product designer. Et dans le pôle branding, en fait ce qui est bien, c'est que sur Figma, le côté collaboratif, il nous permet vraiment de pouvoir utiliser ce que le pôle du product design va produire pour l'intégrer dans des guidelines, pour l'intégrer sur des éléments graphiques, pour l'intégrer. En fait, il y a une vraie passade entre les différents départements, un vrai côté transverse qui permet du coup d'avoir un hub central dans lequel on va disposer de tous nos éléments et qui nous permettra du coup d'être beaucoup plus proactif. Dans le pôle branding, en fait, on réalise les cartes sur Figma. En fait, on va créer les différents éléments, les contours, on va utiliser la photo des joueurs, on va placer le texte avec un calque de texte, on va placer les stats, les petits éléments, on va par exemple utiliser un component pour le logo, d'autres éléments comme ça, des ombres portées. En fait, on fait tout sur Figma, avec des effets de superposition, des effets de mode de fusion, etc. Le pôle branding est géré par Philippe de Canaga, ici même, avec Théo Descousmaker et Louis Renaud qui gèrent les cartes, donc ils sont vraiment dédiés à la création des cartes et autres, et aux opérations, aux différentes opérations telles que des opérations célébration, des opérations pour Noël, pour All-Star, qui est une compétition spéciale NBA. Parce que je ne l'ai pas dit, mais Sorare possède également les licences d'exploitation des clubs de la NBA, donc on a aussi des cartes liées à la NBA. Par contre, en fait, on ne va pas utiliser d'asset system sur Figma pour produire toutes les cartes. Sur Figma, on va créer le template des cartes, on va créer le template des cartes avec les différentes raretés, les différentes couleurs. On va se baser sur un joueur, et ensuite, on va faire un end-off aux développeurs pour qu'ils intègrent toutes les cartes. Donc on en a quand même plusieurs dizaines de milliers. Donc en fait, en termes de scope, c'est pas possible de créer un asset system sur Figma pour réaliser les cartes. Par contre, les développeurs, eux, vont pouvoir l'intégrer et décliner toutes les cartes avec le nom des joueurs, avec les différentes ligues, etc. Et dans le pôle marketing, on utilise Figma pour réaliser des visuels commerciaux. Pour vendre, par exemple aussi pour des visuels, par exemple pour parler de la première édition de l'année des nouvelles cartes. Et en fait, on va faire ce visuel-là sur Figma. On va travailler vraiment sur Figma pour faire ces visuels-ci, avec des dégradés dans le texte, des ombres portées, des éléments qui vont travailler aussi. On va aussi utiliser Midjourney, beaucoup, pour produire des images. Donc par exemple, ce petit cas d'étude, ce mini cas d'étude sur une création d'un visuel sur Figma. On travaille sur Midjourney pour trouver une bonne direction artistique. On pousse les prompts, on va un peu plus loin, on remixe, etc. On varie. Et une fois qu'on est OK sur la DA, on peut itérer et avoir un bon visuel qui est acceptable pour le visuel. On utilise aussi des plugins sur Figma, beaucoup de plugins, dont un plugin qui s'appelle Perspective Grid et Tunnel Generator, qui permet de créer des tunnels. Ça permet de créer un peu de profondeur sur le design. Et un dernier, je pense que c'est mon plugin préféré sur Figma, c'est un plugin qui permet de faire de la 3D sur Figma directement dans le logiciel. Il perd un peu en naming ce qu'il gagne en performance, parce qu'il s'appelle Vector to 3D, c'est assez straightforward,
Mais en tout cas, il est super performant, il fonctionne super bien. On peut gérer les textures, les renders des textures différentes des vecteurs. On peut gérer la lumière, on peut gérer les couleurs de la lumière, on peut gérer les couleurs des matériaux. On peut aller assez loin, on peut faire des très belles choses, on peut avoir des super rendus. Et c'est carrément dans Figma directement. Et pour finir, on revient sur Midjourney, on sort un ballon doré et coloré, et on peut le détourer directement sur Figma grâce à l'IA. Pour finir sur cette partie, on utilise vraiment Figma de manière ultra versatile, de manière très transverse sur chez Sorare, pardon. Et surtout, on utilise beaucoup d'outils associés. Et en fait, Figma, ça va devenir le hub de notre création. Ça va vraiment devenir l'endroit où on collabore et où on assemble tous les éléments du design. Ok, le use case, il est un peu technique, mais il est assez intéressant, j'espère. Le contexte, j'espère que ça va pour l'instant, déjà. Le contexte, c'est la nouvelle saison. Donc en fait, tous les ans, Sorare produit de nouvelles cartes avec de nouveaux designs. Les joueurs changent de club, les joueurs ont un nouveau club, bougent, et du coup, il faut créer des nouvelles cartes en fonction des clubs, en fonction des nouvelles photos des joueurs, etc. L'idée, avec cette campagne, c'est de parler de Sorare, de parler du jeu, de faire parler de nous pour la nouvelle saison de foot en cours. On est en septembre-octobre 2024 et grâce à nos différents partenaires avec la Liga, Bundesliga, Première Ligue et Serie A, on va aussi communiquer à travers leurs canaux de communication digitaux pour parler de Sorare, pour parler des cartes. Je vais prendre pour exemple la saison dernière, on avait une ligue, donc la Première Ligue, avec 17 assets créés. Des assets social media, des bannières web, des bannières mobiles. Tout ça, en fait, ça a été fait, disons, à la main. Donc, en gros, il n'y a pas de structure qui permet de relier ces différents assets entre eux. On a un component avec deux variants qui permet d'avoir l'image des joueurs qui va se changer, qui va se transformer. Mais en fait, si on regarde les 17 assets, si on doit changer tous les textes, tous les boutons, toutes les mentions légales, tous les éléments en fait, du design, ça va créer en fait, une charge de travail qui sera trop lourde à gérer et à supporter en fait, sur le moyen terme. Et puis surtout, en fait, ça nous oblige à choisir entre un design contrôlé avec moins d'assets, qu'on pourra du coup modifier facilement, ou un design chronophage et trop lourd en termes de charge de travail, mais plus d'assets. La solution, c'est évidemment les variables. Avec les variables, en fait, on peut automatiser un design, donc un template, et le décliner en plusieurs modes pour réaliser des déclinaisons et des assets. Par exemple, un asset ici, on le prend et avec le mode, si on a tout bien configuré, on peut du coup passer d'un asset à un autre avec un design, une direction artistique, un branding, des couleurs, des cartes aussi qui changent directement grâce au mode des variables à poser. Donc en fait, ça permet de gagner beaucoup de temps. Et au-delà de ça, on peut évidemment le faire sur tous les assets en même temps, ce qui permet de gagner beaucoup de temps. Je vais revenir un peu en arrière maintenant sur le brief directement. Le brief, c'est 4 ligues, 15 clubs. On a une dizaine d'assets par ligue à créer. Donc on a plusieurs centaines d'assets à créer. On a plusieurs centaines d'assets à faire. On ne peut pas faire ça à la main. Il faut créer un système qui puisse fonctionner, qui puisse être versatile et qui puisse être adaptable en fonction des clubs et des ligues. La première étape, ça va être de créer un template clair. Là, on est sur une vision qui est totalement juste esthétique. On place un logo, le logo composite de Première Ligue Sorare. On place un titre, on place un sous-titre, on place les cartes, juste de manière esthétique pour voir comment ça rend. Donc là, l'asset ici, c'est un 445, c'est un 1080-1350. Donc c'est un asset qui est en fait destiné à être posté sur Instagram. On place les cartes, on place la signature et on place la mention légale. Le fond, on le fait sur Midjourney, on le place, on crée un petit effet de lumière, on est pas mal. Maintenant, la deuxième étape, ça va être d'identifier différents éléments qui devront être modifiés en fonction des ligues, en fonction des clubs. Ici, on a le logo qu'on voit, qui va du coup se modifier en fonction des ligues et des clubs. On a les instances des cartes. Donc là, on a 5 cartes, 5 instances, qui va du coup devoir être modifiées en fonction des ligues et des clubs. Les cartes devront être adaptées. Et on a le background ici, on a une petite texture qui en fait est tirée du branding de Sorare. On a une texture par ligue, une texture pour la Première Ligue, une texture pour la Liga, une texture pour la Bundesliga, etc. Ça nous fait donc
20 variants pour les logos, donc 20 variants pour les logos, pardon, 580 variants pour les cartes. Je vais en revenir dessus après, ça fait beaucoup, mais je vais revenir dessus après. Et 12 variants pour les backgrounds. Donc en fait, on a 4 variants pour les ligues, les 4 ligues principales. Et après, en fait, on a des variants de background qui sont en fait des variants juste de couleurs, bleu, jaune, rouge, vert. En fonction des clubs, vu qu'on n'a pas d'identité visuelle de branding spéciaux pour les clubs, on va utiliser des backgrounds qui sont adaptés en fait à leur identité visuelle en termes de couleurs. Et on continue directement sur le gros du morceau de ces assets, les cartes. Donc là, on n'est que sur la première ligue. Et ce qu'on doit faire, c'est poser des propriétés sur chacune des cartes. La première propriété, c'est la propriété du joueur. Donc pour en fait définir une instance, définir un variant facilement et pouvoir le sortir dans une instance, on va définir une propriété player. Donc là, ici, on a Haaland, mais on va le faire aussi sur tous. Saliba, Pickford, Mitoma et Watkins. Ensuite, on a une deuxième propriété, qui est la propriété de la scarcity, qui est la rareté de la carte. Scarcity limited, rare, super rare, unique et common. Ça nous fait donc 2 propriétés qui nous permettent d'appeler un variant sur une instance. Donc une propriété player, Haaland, on a bien Haaland, une propriété rareté, super rare, on a bien la carte d'Haaland super rare. Donc ces 2 propriétés-là nous permettent d'appeler directement un variant dans l'instance. On fera de même pour le background et les logos. Pour le background, on aura juste une propriété club qui permettra d'appeler le club. Première Ligue, la Liga, Bundesliga, et pareil pour les logos, c'est vraiment des propriétés qui sont assez simples. Et l'idée maintenant, en fait, c'est de passer aux variables. Comment réussir à automatiser ça pour que les variants dans le set de components, notamment des cartes, appellent directement la bonne carte. Donc l'idée, c'est de poser une variable player1 et une variable scarcity1 pour la première carte, une variable player2 et une variable scarcity2 pour la deuxième carte. Et ces 2 variables-là par carte, on va les associer aux propriétés de l'instance sur cet asset-là. En gros, on va connecter la variable de player1 à la propriété player1 de l'instance qu'on voit ici, et on va connecter la variable de player2 de scarcity1 à la propriété scarcity qu'on voit ici. Et on fait ça pour player2 scarcity 2, player3 scarcity 3. Donc là, on n'est que sur le mode première ligue. On n'est que, si je peux dire ici, là, si vous voyez en haut, on n'est que sur un mode. Donc un mode première ligue, on va juste poser les variables, on va juste connecter les variables aux propriétés de chacune des instances de cartes. Ça nous fait qu'en fait, après coup, on pourra, si on ajoute des modes, transformer la carte en fonction des components qu'on aura configurés. On va faire pareil pour le logo. Là, on est un peu plus simple parce qu'on a un variant, enfin on a une instance, on a 20 variants. Et du coup, pour le mode première ligue, on va ajouter le nom du variant première ligue qui est du coup associé dans le set de components au variant première ligue. Donc il faudra mettre exactement le même nom du variant sur les variables du mode. Et en fait, l'idée, c'est toujours ça, c'est de connecter la variable à la propriété de l'instance qui est sur l'asset. Connecter la bonne variable à la propriété de l'instance qui est sur l'asset, en mettant exactement sur le mode des variables le bon nom des variants du set de components. Et donc, en fait, ça nous permet, lorsqu'on change le mode d'une section au global, de passer d'un mode à un autre. Ici, on les voit, les modes en bas. Le logo club Première Ligue, il passe en La Liga, Bundesliga, Serie A. Mais l'idéal, en fait, ce qui est super avec les variables, c'est qu'en fait, plutôt que, par exemple, sur une propriété, changer une propriété, les variables vont changer toutes les propriétés associées au mode d'un coup. Donc là, les cartes passent de Saliba à El Zalzoui, Doeki, Lookman, etc. Et lorsqu'on change, du coup, la variable, on a bien le bon variant qui est appelé grâce à la variable connectée à la bonne propriété. Je ne l'ai pas montré, mais tout à l'heure, il y avait aussi une variable booléenne avec un auto-layout sur la première ligne des cartes qui permet de faire apparaître 3 ou 4 cartes. Ça, je ne reviendrai pas dessus, mais elle est là. On la verra peut-être tout à l'heure. Et donc, la dernière étape, ou plutôt l'avant-dernière étape, si je puis dire, c'est de
configurer tous les éléments de l'asset en variable. Donc le premier élément, logo club, on l'a déjà fait. La variable logo club est connectée à la propriété qui va donc appeler le bon variant. À la propriété logo, pardon, à la propriété club qui va appeler le bon variant. Le titre, on va appliquer une variable titre qui elle va juste appeler, qui va appeler personne, qui va juste écrire le texte qu'on a entré dans la variable. Donc là, on est sur une variable assez brute. On écrit un texte et en le connectant à la variable de texte, la variable de contenu de texte, le texte apparaîtra directement. On fait pareil pour le sous-titre. Et on va faire aussi pareil pour les cartes. Donc ça, c'est ce qu'on a déjà vu. Avec deux propriétés, une player et une scarcity, les variables appellent le bon variant car il est connecté à la bonne propriété. Tout ça, bien sûr, c'est pas automatique. C'est-à-dire que les cartes, elles n'arrivent pas toutes seules sur Figma. Il faut configurer le set de components avec les 580 variants. Donc arriver, poser ces cartes et connecter pas connecter la propriété, mais ajouter une propriété du coup avec le nom du joueur et une propriété avec la rareté du joueur. Pour la première ligue, tout à l'heure, on a vu qu'il y avait 25 cartes juste pour la première ligue. Ça nous permet en fait d'appeler la bonne scarcity avec le bon player. Une autre propriété, du coup, encore une fois, qui va appeler un variant, sauf que là, du coup, ce sera le background. On aura rajouté un petit masque, un petit masque de fusion pour masquer un peu le haut du background. Et pour une fois, une variable de couleur qui va du coup être une sorte de dégradé dans le fond qui permettra d'avoir 3 variables différentes et qui pourra s'adapter en fonction des designs. Play Now, Sorar, Play Now qui pourra être traduit en différentes langues, et les mentions légales. Ça nous fait beaucoup de variables, ça nous fait pas mal de variables, mais en fait ça permet de changer le design juste grâce au tableau. Lorsqu'on change les éléments sur le tableau, on passe d'un design à un autre. Donc en changeant le logo, en changeant le titre, donc là le titre, le contenu texte de la variable titre a été modifié, le contenu texte de la variable sous-titre a été modifié. On aura bien ajouté nos cartes dans le set de components des cartes avec la bonne propriété qu'on aura écrit sur le mode, du coup de la Bundesliga dans les variables. Le background club, play now, et ça nous fait du coup des variables assez claires qui nous permettent d'avoir un logo club avec du coup la variable associée, titre, sous-titre, play now, légal mention, les joueurs, le background club et le background color. Tac, 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 et voilà. La dernière étape, avant de passer d'un mode à un autre, les modes, il faudra bien les configurer, bien sûr, c'est un petit travail, ça prend du temps, mais il y a un petit travail quand même de déclinaison d'assets, donc ça, il faut le faire à la main, il faut le faire un par un. On décline son post Instagram, sa story, son post X en fonction des safe zones également, la cover X, la cover Facebook, mobile banner, desktop banner, une autre mobile banner, et un header newsletter. Une fois qu'on a fait tout ça, là on est plutôt tranquille. On a nos variables, tous les éléments de ces designs sont connectés aux mêmes variables, et une fois qu'on passe d'un mode de variable à un autre, on a un nouveau design qui apparaît. C'est pas de la magie, c'est juste qu'en fait on a tout bien configuré, on a nos cartes qui sont prêtes, on a les variables qui appellent les bonnes propriétés au bon endroit avec les bonnes ligues, et c'est vraiment une question de configuration avant tout. Et ça permet vraiment de décliner plusieurs centaines d'assets de manière assez rapide, donc en quelques jours plutôt qu'en quelques semaines. Et ça permet avec Figma d'aller plus vite, d'être plus efficace, d'avoir aussi une marge d'erreur vachement diminuée et d'avoir un design qui soit ultra cohérent de bout en bout, quoi. Voici les assets dans leur milieu naturel sur Instagram, sur Twitter, sur le site de la Première Ligue, sur le site propriétaire de la Première Ligue. Sur Facebook en cover, sur les covers Twitter. J'ai des petites datas à vous partager sur cette campagne. On a eu 22 000 sessions sur sorar.com depuis le site propriétaire de la Première Ligue qu'on vient de voir tout à l'heure. Et de ça, on a eu quand même 33% de sign-up rate, ce qui fait qu'on a eu 7000 sign-up grâce à cette campagne, avec une data intéressante sur les pays que vous pouvez voir ici. Pour conclure, j'espère déjà que c'était assez intéressant, assez clair, assez didactique aussi, pour que vous compreniez en fait le cheminement de pensée, le cheminement de faisabilité pour créer ce genre d'asset system, pour créer aussi les besoins. C'est toujours en termes de scope qu'il faut réfléchir aussi, c'est-à-dire que là, le scope était assez idéal pour créer un asset system, pour décliner quelque chose,
parce qu'on avait plusieurs ligues, plusieurs clubs, plusieurs déclinaisons. Et il faut toujours réfléchir en termes de scope. Par exemple, les cartes, c'était pas un super scope parce qu'on a trop d'éléments. Ça va être un peu lourd. C'est faisable, hein, mais c'est un peu lourd. Mais tout ça pour dire que ouais, l'asset system, ça crée vraiment de la fluidité et de la simplicité dans le faire, dans la production au global. Il y a plusieurs ouvertures pour tout ça, hein. Les 580 variants, c'était pas idéal. Je pense qu'il y a des façons de faire qui sont plus simples, notamment au niveau de la scarcity des cartes. Peut-être faire 2 components qui sont reliés entre eux avec une instance dans un component. Enfin, il y a des choses qui sont plus simples à faire avec une autre propriété peut-être. Et puis au-delà de ça, une autre solution qui pourrait être encore plus intéressante au niveau des cartes, ce serait en fait de connecter l'API de Figma à la base de données de Sorare, là où du coup on intègre toutes les cartes. Donc avoir une sorte de plugin, quelque chose comme ça, qui puisse appeler les cartes directement sur Figma et qu'on puisse du coup les télécharger ou y accéder en fait super simplement et super facilement. J'ai terminé, j'espère que ça vous a plu. Et voilà. Vous avez des questions? Ouais. Tu peux appuyer juste sur le petit bouton. Allez. Magnifique. Déjà, merci beaucoup. En vrai, super stylé. Moi, je me demandais par quelles étapes vous êtes passé pour en arriver à ce résultat-là. Est-ce qu'il y a des trucs qui n'ont pas trop marché en cours de route, des trucs sur lesquels vous êtes planté, et puis Figma update aussi pas mal tout ça au fur et à mesure du temps. Donc, combien de fois vous avez dû le refaire aussi avant d'arriver à quelque chose de solide? Non, l'asset system, je crois que. Pardon. Ouais, l'asset system, je crois qu'il a duré. Enfin, la création, le setup de l'asset system, c'est vrai que ça peut être un peu long, c'est quelques jours. Mais c'est vrai qu'on se fait en fait, une fois qu'on a nos variables, les modes ils vont assez vite. Ce qui est super, c'est qu'on peut donner, avec les variables, on peut vraiment donner la main à des néophytes sur Figma. On peut donner la main à des chefs de projet, à des SPM sur Sorare. Et ça leur permet du coup de changer les textes, d'ajouter des images, de changer les variables. Une fois qu'on a fait un tuto, en fait, qu'on leur a, pardon, pas un tuto, mais une fois qu'on leur a donné un cours ou autre d'une heure, qu'on en parle et qu'on fait une vidéo ou autre, pardon, ça leur permet vraiment de pouvoir prendre la main eux-mêmes. Et par contre, ouais, par exemple, sur les backgrounds, c'est vrai qu'on avait quatre ligues. Donc on avait un background spécifique par ligue. Pour la première ligue, la Bundesliga, la Liga et la Serie A. Mais par contre, on n'avait pas du tout de background dédié au club. Donc AGOCR, OL, tout ça, c'est des clubs qui sont peut-être un peu bleus, un peu rouges, un peu verts. Et tout ça, ces couleurs-là, on les avait pas forcément dans le branding. Donc là, on crée des variants supplémentaires dans le background qui sont en fait des variants juste de couleurs, qui vont être en fait un variant qui va s'appeler rouge. Et donc dans le mode de l'OL, on va mettre rouge plutôt que de mettre OL ou autre. En fait, du coup, ça va être des variants qui sont globaux. Après, en termes de difficulté, il y a toujours quand même une étape de recettage pour le designer. Il y a toujours une étape de recettage pour le designer qui fait que il faut quand même checker le design une fois que le chef de projet ou SPM réalise le design sur les variables, dans les différents modes, pardon. Il y a une étape de recettage et en vérité, c'était assez fluide, hein. Il faut bien configurer ses auto-layouts. Il y a des erreurs parfois. On fera des templates un peu différents en fonction du nombre de cartes, mais il y a des exceptions évidemment. Mais là, je l'ai fait au plus simple. Mais il y a toujours des exceptions qu'il faut prendre en compte. Peut-être avoir 2 templates ou autre. Mais voilà le genre d'étapes par lesquelles on est passé. Du coup, déjà, travail incroyable, vraiment bravo, c'est un truc de fou. Moi, j'ai une question, c'est une fois que vous avez mis en place l'ensemble de ces modes et que tu as du coup automatisé ta production d'assets, est-ce que tu vas seulement t'en servir pour générer l'ensemble de tes exports pour t'en servir pour les réseaux sociaux, ou est-ce qu'il y a aussi une connexion au développement et que les développeurs en fait utilisent l'ensemble de ces modes pour je ne sais quelle raison? Non, là, on est vraiment sur de la production graphique. Donc tout ce qu'on a à faire, je ne l'ai pas dit à la fin, mais en gros, tout ce qu'on a à faire sur cette étape-là, c'est appuyer 2 fois sur Entrée, comme ça sélectionne tous les enfants dans les sections et exporter en fait directement en une fois. Et est-ce que du coup il y a un projet de venir automatiser des trucs en dev avec cette méthode? Pour le coup, du côté un peu du côté plus marketing, on n'aura pas ces besoins-là parce qu'en fait c'est des assets qui sont destinés à être postés sur les réseaux sociaux. Après il y a des liens. Figma, ça nous permet aussi d'avoir un bon end-off avec le développeur, mais là on sera plus du côté product design.
voilà, j'ai pas grand chose à dire dessus pour le coup. Ça fait combien de temps que tu es chez Sora? Enfin, vous avez déjà fait une campagne par exemple pour la saison précédente? Genre il y a du coup 1 an et quelques. Ouais. Et genre vous avez calculé le ROI de temps? Genre justement vous avez setup tout ça et du coup derrière ça allait super vite versus je suppose qu'avant vous faisiez peut-être pas ça et du coup c'était plus à la mano. Ouais, bah, j'en ai parlé un peu plus tôt, juste avant de présenter vraiment l'asset system, le teasing de l'asset system au début du use case. La campagne de l'année dernière, on avait 17 assets juste pour la première ligue. Bah, c'est vrai que du coup, ça crée une sorte de frustration parce qu'on peut pas vraiment aller plus loin dans le sens où on peut pas décliner ça sans avoir une charge de travail qui sera trop lourde. On passe de semaines à jour en fait en termes de ressources. C'est sûr qu'avec en créant un asset system classique, enfin comme ça, passer d'un mode à un autre, en fait, ça décuple du coup la production et ça permet de gagner énormément de temps. J'ai pas de ROI particulier, j'ai pas de chiffres précis malheureusement, mais, euh, mais voilà. Dommage, c'est genre hyper stylé. Tu vois, genre la plupart des boîtes, on galère justement avant de ce temps de préparation et de setup. Parce qu'ils vont nous dire, purée, vous nous retardez de 3-4 jours alors que nous on veut de la prod. Ouais. Et genre Ouais, voir ce genre de résultat, ça aiderait mais tellement à dire, derrière on va pouvoir aller super vite quoi. Super, ça me plaît. Est-ce que vous arrivez quand même à sortir de nouveaux assets et à pas de rester trop en fait dans ce que vous avez mis en place? Bah là, c'est une campagne, hein. Là, on est sur une Ok. seule campagne. On fait un setup spécifique. On commence avec un asset qu'on va ensuite décliner et on crée les variables. Donc, on est sur une seule campagne. Néanmoins, oui, l'objectif, en fait, ce sera sur le moyen terme, long terme, ce serait vraiment d'avoir un asset système plus global, en tout cas, d'avoir une sorte d'UI kit, d'asset kit, une sorte de quelque chose comme ça, des templates prédéfinis, des fichiers avec des variables déjà prédéfinies pour ensuite, pour en fait décupler la production, aller plus vite, savoir aussi, en fait, surtout avoir un branding qui soit calé en termes de taille de texte, etc. On a déjà des templates, c'est pas aussi poussé qu'un asset system, on a des templates classiques de post Instagram, là je parle vraiment du côté marketing, mais, euh, mais ouais, il y a beaucoup d'ouverture sur ce genre de système-là, et des ouvertures qui sont plus flexibles ou plus contrôlées. Mais voilà, c'est toujours en fonction des besoins qu'il faudra définir un scope et définir les besoins, définir j'aurais pu faire des components peut-être pour ces éléments-là, mais avoir un component avec des instances, ça bloquerait un peu le design pour l'adapter. Donc, il s'agit toujours en fait de faire, c'est essayer, et il faut essayer quoi, tester. Et du coup, tu disais que tu as gagné pas mal de temps. Je pense qu'on a un peu de recul par rapport à cette campagne-là. Chez vos petits copains côté product design, le fait d'adopter cette approche, ça leur a donné des idées ou ils ont réussi à appliquer des choses ou ça, enfin, ça s'est propagé. Côté product design, la production est assez intense. Ils ont des variables, ils ont évidemment un design système calé. Néanmoins, après, j'avoue, ils font un peu leur tambouille. Là, on est sur de la production graphique. Et en product design, après, ils gèrent leurs assets. Ils ont vraiment des components carrés précis. On sera moins on sera moins sur la déclinaison. On aura moins de besoin de déclinaison comparé dans le produit. On est vraiment sur des écrans qui seront uniques et qui proposeront des prototypages précis. Mais on n'aura pas besoin de déclinaison d'écrans qui sont exactement les mêmes en termes de structure. C'est des écrans qui vont être variés, qui vont être déclinés, qui vont évoluer. Ici, on est vraiment sur une campagne avec une image, avec des éléments qui sont tous les mêmes. Donc non. Tout d'abord, merci beaucoup pour cette présentation, Nabil. Moi, j'ai levé la main. Hein. Je pense que j'étais le seul. En fait, j'ai une double question. Ma première question, c'est est-ce qu'il y a eu le cas de figure où pour un pays, il fallait changer l'image de fond, par exemple, et pas l'image du dessus, mais l'image de fond, le stade, par exemple. L'image de fond générée sur Midjourney, non. Non, il n'y a pas eu de contraintes sur ça. Les seules contraintes principales des ligues, c'est d'avoir le bon logo. Et parfois, en fonction des ligues,
on aura également plus ou moins de cartes, notamment la Liga qui demande plus de cartes que la Première Ligue. Donc là, du coup, la variable booléenne va permettre d'ajuster dans les variables directement, de masquer ou démasquer cette carte avec un auto-layout déjà prédéfini. Par contre, un background, c'est vrai que là, le background, on n'a on a aucun variant, on n'a pas de component, c'est juste un fond placé, mais on aurait pu rajouter une variable background et ça aurait pu être... Après, si c'est juste une exception, si c'est juste un club, faut pas, c'est toujours en termes de scope, quoi. Si c'est juste un club, bah, peut-être que ça vaut pas le coup tout de suite de faire un component, mais peut-être que ça vaut le coup en fait pour être sûr que tout est carré. Faut toujours se poser la question en fait. Et je pense que ça aurait pu valoir le coup juste d'être tranquille, d'avoir son component pour qu'il se change sur tous les assets pile juste sur le club en particulier. Mais on n'a pas eu ce cas de figure, non. Ok, bah, c'est très clair. Et du coup, je peux poser ma deuxième question dans la foulée. C'est juste en réaction avec une autre marque, notamment le monsieur en face de moi. Est-ce que les couleurs, en tout cas en forme de variables, sont partagées à travers d'autres départements, notamment le product? Ah non, pour le coup, non, c'est des variables qui ont été créées from scratch pour la campagne. Ça aurait carrément pu être relié à une bibliothèque sur Figma, c'est clair. Dans le sens où, via le design system, aller chercher les bonnes couleurs de la Bundesliga, de la Liga, enfin des quatre grandes ligues. Mais c'est pas quelque chose qu'on a fait. L'idéal là serait vraiment de créer un design system spécifique au marketing, peut-être le relier carrément au design system du produit, c'est une bonne idée. Mais voilà, c'est des choses qui vont se faire petit à petit. Et puis on attend mai hein, avec la nouvelle config. Tout à fait. Merci à toi du coup. Merci. D'autres questions peut-être? Ouais, j'avais une question concernant le nombre de modes que tu utilises. J'ai pas eu le temps de compter, mais il me semble qu'on est limité à une quarantaine de modes. Est-ce que c'est une question que vous vous posez justement? Si demain tu dois dépasser 40 modes, comment tu fais? Si je dois dépasser 40 modes demain, je fais un nouveau fichier où je mets encore 40 modes autres Ok. avec les mêmes variables, je pense. Ça marche, merci. Très clair. Mais oui, c'est vrai, je savais pas qu'il y avait une limite pour la licence entreprise. 40 modes. Ok. Pas de questions? Pas de questions. Eh ben merci.